Depuis les années 2000, la Japanimation est de plus en plus populaire, et surtout ces 10 dernières années. My Hero Academia, l'attaque des titans, ou il y a pas longtemps Demon Slayer, ces animés montrent que la Japanimation a toujours la cote. Mais bon, est-ce que pour autant, on peut dire que ce sera toujours le cas dans le futur? Et bah pour répondre à cette question, faut d'abord retracer vite fait l'histoire des animés. Ouais, mais Raifi, on connaît déjà l'histoire de la Japanimation. Ferme ta gueule, laisse-moi t'expliquer. Grâce à Osamu Tezuka, le marché de l'animé est né avec Astro Boy, mais à l'étranger, faudra attendre les premiers films de Ghibli pour que l'animé se fasse un nom en dehors du Japon. Et c'est surtout grâce à Internet que les animés ont le succès qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi grâce à Internet que la plupart ont découvert les animés. À l'époque, il n'y avait pas énormément d'animés disponibles. Il y avait juste les gros shonen à succès qui arrivaient à avoir une place à la télé. Pour des genres qui étaient moins populaires, fallait se tourner vers les sites de fansub. C'était là-bas qu'on retrouvait les animés pas très connus. Découvrir les animés, ça a totalement changé notre perception de l'animation. On passait de Pokémon, Dragon Ball, etc. à des animés qui étaient beaucoup plus violents, plus matures et plus underground. Ces mangas étaient à des années-lumière de la référence occidentale qui est Disney, considéré comme trop enfantin. Ce qui a fait kiffer les gens et qui les fait toujours kiffer, c'est la diversité des thèmes et des publics visés. Sérieux, on peut regarder Death Note, tout comme on peut kiffer regarder un animé sur la cuisine. Mais même avec tout ça, il y a beaucoup de personnes qui commencent à affirmer que la Japanimation est en train de décliner. Et parmi ces personnes, on retrouve Hideaki Anno, qui déclare en 2014 que l'industrie allait s'effondrer. Ça reste très pessimiste, mais d'un côté, il y a des événements marquants qui appuient ses propos. On pense par exemple à la fermeture du studio Manglobe, qui a fait Samurai Champloo. Ses dettes étaient estimées à 350 millions de yens en 2015, ce qui fait 2,7 millions d'euros. Ça a été un choc dans la communauté des fans qui découvraient comment fonctionne cette industrie qui est très vicieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Combien rapportent les animés? D'où viennent les revenus? Et surtout, pourquoi autant de pessimisme? En gros, comment se porte l'industrie de l'animation japonaise? En 2016, l'industrie a dépassé les 2 trillions de yens, soit environ 15 milliards d'euros, un chiffre qui n'a fait qu'augmenter depuis 2012, parce qu'il faut bien savoir que le chiffre d'affaires a augmenté de 36% en 5 ans. La majorité des revenus proviennent de l'étranger, les publicités, les dépenses dans le marché de la VOD et d'entrée des films, sans oublier le marchandisage, puis le pachinko. Et oui, ça rapporte beaucoup grâce aux joueurs qui dépensent des milliers de yens dans ces machines. Si l'argent qui vient de l'étranger surpasse les autres, c'est grâce à la couverture médiatique étrangère. Le temps où les animés étaient réservés aux reclus est révolu. Maintenant, ils sont mainstream et leur public augmente d'année en année partout dans le monde. En 2016, le rapport recense 6631 contrats signés dans 221 pays différents, avec en première position les pays proches du Japon, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan, qui cumulent à eux 3 883 contrats. La France, leader en Europe, n'arrive qu'en 7ème position au niveau mondial. Le marché asiatique a beaucoup grandi grâce à l'apaisement des tensions politiques. Jusqu'en 2015, les films d'animation japonais étaient interdits en Chine. Mais depuis, la Japanimation s'est vite implantée grâce aux investissements des plateformes de diffusion chinoises. On peut même voir l'apparition d'animés chinois. Kanzi Gaoshu ou Hitori no Shita par exemple sont financés par Tencent. Si le marché chinois a été l'un des leviers économiques de l'industrie, il n'est pas le seul, parce que dans ce grand manège d'investisseurs, un très gros client y a fait son entrée. Je vous laisse deviner qui? Eh bah c'est Netflix, le service de VOD américain qui veut investir 8 milliards de dollars dans la production d'animés. Son influence se montre de plus en plus grâce aux animés avec qui il a participé en tant que collaborateur et à leur succès. On peut citer par exemple Devilman Crybaby et Violet Evergarden. Un autre service qui investit dans l'animé, Crunchyroll, qui est le numéro 1 du streaming en Amérique. Et pour finir, les gacha games à licence sont toujours aussi bénéfiques. Un sondage a été fait par la société Smartprise et montre que les 6 jeux les plus joués viennent d'un animé ou ont eu une adaptation par la suite. Que le jeu ou l'animé soit le matériau de base pour l'autre, les deux rencontrent des énormes succès. Et pas besoin de réfléchir bien loin pourquoi. C'est une situation gagnante pour tout le monde. D'un côté, l'animé profite de la fanbase pour s'assurer un public. Et de l'autre, le jeu utilise l'animé pour se promouvoir, gagnant alors de nouveaux fans. Mais dans ce cas-là, pourquoi
est-ce que autant de personnes affirment que l'industrie vit ses dernières heures? Et bah même si l'industrie grandit d'année en année, son fonctionnement n'a que très peu changé depuis l'époque d'Osamu Tezuka. Pour qu'un anime soit créé, un comité de production se forme. Ce groupe va investir pour la création de l'anime. À la fin de la diffusion, les revenus sont partagés entre eux. Mais le problème avec ça, c'est que les revenus ne sont pas partagés de manière équitable. En général, les studios d'animation, ceux qui produisent les épisodes, ne touchent qu'une petite partie des revenus. En 2016, les revenus des studios s'élevaient à 230 milliards de yens, ce qui vaut 1,75 milliard d'euros. On est très loin des 15 milliards d'euros que touche l'industrie. Et là vous allez me dire, mais où est passé l'argent? Pour comprendre cette répartition inégale, il suffit de répondre à cette question. Pourquoi les animés existent? Pour la plupart des cas, les animés sont créés à des fins promotionnelles, donc pour faire vendre le matériau de base. Et c'est un très bon moyen publicitaire, car il permet de distinguer l'œuvre adaptée de la masse. Produire un animé nécessite des moyens humains et financiers. Le manga doit alors avoir un potentiel économique et qualificatif pour que ces moyens soient mis en œuvre. Les détenteurs de licences sont ceux qui forment et dirigent les comités, et c'est eux qui ont la plus grosse part du gâteau. De l'autre côté, les studios n'ont pas réellement de pouvoir décisionnel. Leurs bénéfices se réduisent alors aux miettes qui restent. Le fonctionnement d'un studio classique se retrouve alors impacté. Pour pouvoir limiter les coûts au minimum, les animateurs sont rarement des salariés à temps plein. La plupart sont des auto-entrepreneurs à leur compte, ce qui change tout niveau de rémunération. Peu importe sa quantité de travail, un employé touchera un salaire fixe, alors qu'un freelance ne sera rémunéré qu'au nombre de dessins produits, soit 80 centimes l'unité. Une situation beaucoup plus avantageuse pour le studio. Pour pouvoir vivre de l'animation, les animateurs doivent donc charbonner pour payer le coût de la vie à Tokyo, l'un des plus élevés du monde. Travailler dans l'industrie est vu comme un métier de misère. La preuve est que le salaire moyen est d'environ 800 euros. Les animateurs, il y en a de moins en moins, et les animateurs qui restent se retrouvent avec plus de travail. Et logiquement, il y a un résultat à tout ça, une baisse de qualité car les animateurs de talent deviennent rares et très occupés. À la place, des freelances peu expérimentés, voire même des amateurs fournissent les dessins, autant bien que mal. Même si l'animation japonaise est de plus en plus populaire, elle présente une double facette paradoxale. Dans la partie visible de l'iceberg, on a une industrie qui est en constante croissance, que ce soit en quantité d'animés produits, de public ou de moyens investis. Même si le public se globalise, la Chine est le plus porteur pour l'industrie, tellement que les productions japonaises commencent à recevoir des financements de compagnies chinoises, mais aussi de compagnies étrangères avec Netflix et Crunchyroll en tête. Et en plus, l'industrie profite d'autres médias culturels pour s'exporter. On peut penser aux films d'animation qui commence à revenir sur le devant de la scène, notamment grâce au carton qui a été Your Name, mais aussi aux jeux vidéo adaptés de licence déjà ultra bénéfiques. Mais ce système ne profite qu'à une partie de l'industrie et pas la base, parce que cette hausse des revenus provient de l'étranger, c'est-à-dire ceux qui la produisent, la distribuent ou qui font du commerce autour. Mais si on se penche sur les revenus des studios, on peut voir qu'ils ne représentent qu'une partie du revenu total. La faute est à un système qui a historiquement privilégié des prix très compétitifs pour vendre. Face à la demande qui augmente, les animateurs se retrouve en sous-nombre. L'industrie se verra donc contrainte de décentraliser une grande partie de son processus, un phénomène dont l'animation japonaise faisait figure d'exception dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est désormais devenu courant de voir des noms coréens, voire vietnamiens dans les endings. Et on peut alors se demander si les animés vont perdre ce charme si particulier et si apprécié. Mais même avec ces difficultés, d'autres chemins existent. Par exemple, les coproductions avec des compagnies, mais aussi le financement participatif, qui est utilisé que par les indépendants aujourd'hui. Ces nouvelles méthodes de rémunération permettent d'aider les animateurs pour lancer leurs projets ou améliorer leurs conditions de vie. Parce que quitte à ce qu'on finance l'industrie, autant le faire jusqu'au bout, en aidant ceux qui la font naître.